Giorgio. Alors, pour les plus perspicaces et les plus globe-trotteurs d'entre vous, vous aurez sans doute reconnu où je suis. Je suis sur l'île d'Ortigia, qui est pour les historiens, enfin ceux qui connaissent l'histoire et qui est la géographie, c'est une île, c'est l'île de la vieille ville en fait, la partie historique ancienne de la ville de Syracuse, en Sicile. Et oui, j'ai pris quelques jours de vacances en Sicile pour amener les enfants voir ce pays magnifique. Et aujourd'hui, on va peut-être pas parler de survie. C'est une journée de grand vent, on voit les vagues. Je sais pas si on les voit bien. Enfin, peu importe. Et en fait, on va faire quelque chose plutôt d'inverse. On va parler un petit peu de ce qui se passerait si l'effondrement n'arrive pas, s'il n'y a pas d'effondrement économique. Après tout, pour chaque hypothèse, il faut imaginer que cette hypothèse ne soit pas vraie. Voilà, aujourd'hui c'est une journée avec des belles vagues. J'adore quand les éléments se déchaînent. Pourtant nous ne sommes qu'en fin octobre. Mais quand il y a du vent en Méditerranée, la mer est dangereuse. J'aime bien. Et en fait je voulais saisir l'opportunité d'être ici. Alors j'ai quelques minutes où je suis tranquille, où j'ai lâché un petit peu la famille. Et en fait j'aime bien leur montrer leurs racines, en tout cas de mon côté, puisque je suis d'origine italienne. Et donc il est important pour moi de leur montrer les racines. Alors, certes, la Sicile, c'est pas vraiment mes racines, puisque moi je suis du Pion, du Nord, voire mon physique. Mais enfin, toute la culture italienne a également comme élément la partie du Sud. Donc voilà, je les ai amenés à Naples, à Rome, cette semaine en Sicile. Et bien sûr, ils connaissent également le Nord. Alors, certes, ils sont suisses. Moi aussi, je suis devenu suisse. Mais enfin, c'est toujours important de connaître ses racines. Et en fait, moi, j'aime beaucoup cette île d'Ortigia. C'est un des endroits au monde où je pourrais justement passer mon temps s'il n'y avait pas d'effondrement. Vous savez, au 19e siècle et une grande partie du 20e siècle, il y avait quelque chose qu'on appelait le Grand Tour. C'était une activité que se permettait, parce que ça coûtait cher évidemment, mais les grands bourgeois, les grandes familles de la jeunesse dorée européenne, surtout britannique, du 19e siècle et 20e siècle, les Allemands s'y sont ajoutés, les Américains. Enfin, c'était une sorte de tradition, c'était une sorte de coutume pour les jeunes très riches de venir passer quelques années, quelques temps ici en Italie. Et en Sicile, il y avait notamment Taormina, près de Catagne, un peu plus au nord d'ici, sur les flancs du volcan Etna, et puis ici Syracuse. Parce que ce sont des endroits à la fois magnifiques, chargés d'histoire. Vous savez que la Sicile, je vais me déplacer parce qu'il y a trop de vent, je ne sais pas si vous allez entendre quoi que ce soit de ce que je vais vous dire. Mais enfin, vous savez que la Sicile, c'est un de ces endroits au monde qui sont chargés d'histoire. Et donc, c'est ce qui amène un charme incomparable à cette île d'Ortigia. Car la Sicile est évidemment peuplée depuis le néolithique, et probablement même depuis bien avant, puisque nous sommes aujourd'hui, il y a des recherches archéologiques sous-marines qui semblent avoir montré, et qui semblent avoir découvert des grandes stèles mégalithiques, donc des très grands blocs de pierre, à une centaine de mètres sous l'eau, pas loin d'ici, pas loin de Messine, au large donc ici de la Méditerranée, qui montre qu'à l'époque glaciaire, lorsque évidemment la mer était plus basse, puisqu'il y avait des glaciers sur la partie nord de l'Amérique et de l'Europe, eh bien, c'est pas gagné pour le sol. Voilà. Eh bien, on a découvert donc finalement des grands blocs mégalithiques, et donc qui montrent qu'il y avait déjà des civilisations capables de monter des immenses blocs. Et donc ça veut dire que c'était probablement pas des chasseurs-cueilleurs, mais donc déjà des civilisations un peu plus avancées, au minimum, après on ne sait pas. Et donc ça montre qu'il y a eu des gens qui habitaient ici, et qui habitaient en Sicile, et qui étaient établis, donc comme des grandes villes où je me sentais bien, hein, comme Alep. Alors évidemment Alep a été détruite, mais récemment, mais voilà, cette île de Syracuse me plaît, parce qu'il y a ces vestiges d'histoire, donc je parlais de néolithique, mais surtout grec, puis phénicienne,
puis carthaginoise, puis romaine, puis byzantine, puis arabe, puis normande. C'est que ce sont les Normands qui ont chassé les Arabes de cette île. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que chaque civilisation a laissé à la fois sa trace, un élément de sa culture. Par exemple, clairement, il y a un grand héritage arabe ici en Sicile, ou dans la nourriture, même dans la langue. On a également, par avant, alors quand je pense aux Arabes, je pense justement à ce mythe des Arabes qui ont inventé les mathématiques. Évidemment, c'est n'importe quoi. Les Arabes ont fait beaucoup de choses dans le maintien de la civilisation antique autour du bassin de la Méditerranée, enfin en tout cas du sud et dans le Levant. Enfin, ils n'ont pas du tout inventé les mathématiques, c'est n'importe quoi. Puisque même ici à Syracuse, il y avait évidemment Pythagore. En 212, il a été tué lors de l'invasion romaine. Enfin, il a quand même brûlé une partie de la flotte romaine avec ses systèmes de miroirs qui concentraient la puissance de la lumière du soleil. Et, enfin, en tout cas, la journée, les Romains ont débarqué la nuit finalement et ont attaqué par la terre. Mais voilà, donc il y a évidemment la présence donc ensuite normande. Par héritage, c'est devenu angevine, donc française. Puis ensuite les Siciliens se sont révoltés. C'est un cas d'école très intéressant de révolte contre la tyrannie, contre la puissance étrangère. Puis c'est devenu, sauf erreur, Aragon. Et puis d'Aragon à l'Espagne. Et par également héritage de l'Espagne aux Bourbons, qui ensuite ont fait partie donc ce règne des deux Siciles, donc Naples, royaume de Naples et royaume de Sicile, qui se sont unifiés et qui sont restés plus ou moins indépendants. Il y a eu la période napoléonienne très courte, enfin qui sont restés indépendants jusqu'à l'unification de l'Italie par les Piémontais qui ont conquis contre le gré et contre la volonté de la population cette île. Donc c'est toujours très très riche d'un point de vue historique, et ça c'est toujours plaisant. Et donc cette richesse historique nous amène évidemment une culture très riche. Il nous amène également une capacité à avoir de la nourriture fantastique et excellente. Alors évidemment, si cette histoire avait eu lieu en Islande, il n'y aurait pas une aussi bonne nourriture. C'est évidemment parce que la terre ici est extrêmement fertile et le climat est juste parfait pour justement cette culture méditerranéenne de la nourriture. Donc on a légumes, fruits, et puis la mer nous permet d'avoir poissons, crustacés, fruits de mer, etc. Avec une variété qui est juste phénoménale. Et comme j'avais mentionné, les Arabes ont apporté du sucre. Et donc il y a une culture du dessert, une culture du sucré qui est assez unique dans cette région. Donc vraiment un endroit très très agréable. Et donc évidemment, si jamais il ne devait jamais y avoir d'effondrement, c'est ici que j'aimerais passer du temps pour écrire des livres de science-fiction impubliables, forcément. Et puis passer du temps, recevoir des amis, des artistes, des artistes russes, des amis, des actrices de porno, peu importe. Enfin, de quoi avoir quelque chose d'agréable, d'inviter des amis, passer du temps avec moi pendant que j'écris mes livres et pendant que je fais une vie de farniente, de dolce vita au bord de cette mer. En tout cas, pendant les mois d'octobre, novembre, l'été il fait un peu trop chaud. Mais en tout cas, voilà, c'est le printemps et l'automne sont des saisons fantastiques pour visiter la Sicile. Voilà, alors pourquoi est-ce que je pourrais faire ça? S'il n'y a pas d'effondrement. Et donc la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi n'y aurait-il pas d'effondrement? Alors, il se peut qu'il n'y ait aucun effondrement économique. Alors je me fais violence en émettant cette hypothèse, puisque vous me connaissez, pour ceux qui ont lu mes livres et ceux qui suivent mes vidéos, évidemment ma thèse est que nous sommes déjà dans un effondrement économique, qu'il a déjà commencé, que nous sommes déjà dans des phases d'accélération de celui-ci. Mais enfin, si on voulait vraiment pousser le raisonnement inverse, on pourrait se dire, voilà les ressources qui permettent aujourd'hui à 7,5 milliards, bientôt 8, et peut-être pourquoi pas, puisque les Nations Unies nous parlent de 11 milliards en 2050, et pourquoi pas plus tard, admettons que les ressources soient disponibles. Les ressources donc énergétiques,
donc ça veut dire pétrole, ça veut dire gaz, ça veut dire charbon, ça veut dire uranium, avec des technologies éventuellement de substitution qui sont possibles. Il y en a qui existent, certaines existent, elles sont difficiles à mon avis à mettre en œuvre d'un point de vue massif, mais admettons que cela se fait, et admettons que la population mondiale se stabilise. Alors aujourd'hui, on prévoit qu'elle se stabilisera en 2100, je ne sais pas à combien de milliards, mais on parle déjà de l'Afrique à 4 milliards. 4 milliards d'Africains, donc des Noirs, hein, des attention que je ne dise pas n'importe quoi, subsahariens, pas autre chose. Donc des Africains qui, bien sûr, seront très nombreux puisque leur fertilité est encore très élevée, leur taux de reproduction est lapinesque. Et donc, avant que ça se stabilise, si ça se stabilise, c'est pas dit du tout, on parle de 2100, 4 milliards d'Africains. Donc voilà. Donc 4 milliards d'Africains, c'est considérable sur une population peut-être de 12, 14 milliards. Donc il en faut de l'énergie, de la nourriture, des terres fertiles, la capacité à produire des engrais pour pouvoir de manière intensive continuer à nourrir cette population. Moi j'y crois pas un instant, hein, bien sûr, mais admettons que ce soit possible. Admettons que les technologies nous permettent de synthétiser des phosphates à bas prix, que les énergies soient abondantes malgré tout. Alors évidemment, vous le savez, les géologues sont payés très cher aujourd'hui pour essayer d'aller trouver quelques milliards de barils de pétrole supplémentaires dans des endroits très difficiles comme l'Arctique, comme les zones peu propices au pétrole. Bon, certes, on pourrait imaginer que quelque part en Afrique, dans des endroits où on n'a pas encore cherché, on ait de la chance et qu'on trouve des très grands gisements. Vous savez, un grand gisement, c'est pas juste un milliard, il faut qu'il y ait des centaines, voire des milliers de milliards de barils pour que ce soit quelque chose de fondamentalement gigantesque et qui change les prospectives. Aujourd'hui, lorsque l'on trouve quelques milliards de barils de pétrole au large du Sénégal ou en Australie ou dans des gaz de schiste qui sont très chers à obtenir, 1 milliard ou deux, lorsqu'on parle d'1 milliard ou deux de barils, ce n'est pas énormément au niveau de la consommation mondiale qui continuera à augmenter puisque nous sommes de plus en plus nombreux. Et on peut toujours imaginer le scénario où la majorité de ces nouveaux milliards d'habitants de la planète décident de vivre une vie très chiche et très peu riche, on va dire, très peu gourmande en énergie, ça m'étonnerait également. Ça fait beaucoup de si, ça fait beaucoup d'hypothèses pour qu'on ait des énergies disponibles pour justement une population si grande. Après, il faut aussi imaginer que les systèmes financiers continuent pendant longtemps à créer justement de cette richesse artificielle par la dette. Et là aussi, je ne vois pas comment ce modèle tel qu'il est conçu aujourd'hui, qui n'est pas du tout capitaliste. Hein. Moi, les gens qui critiquent le capitalisme, je leur demande toujours de définir le capitalisme, et généralement ce qu'ils définissent, c'est-à-dire le modèle actuel, c'est un modèle socialiste. Alors certes, c'est un socialisme pour les grands groupes industriels, pour les grandes banques surtout, et pour les riches, mais c'est du socialisme, c'est pas du tout du capitalisme. Lorsque une entreprise fait faillite et que les États la sauvent, c'est du socialisme, c'est pas du tout de la libre entreprise, ce n'est pas du tout du capitalisme. Aujourd'hui, nous sommes dans des États étatiques très grands, très lourds, qui sauvent leurs copains, qui sauvent les oligarchies lorsqu'ils font des conneries et qui les subventionnent et qui, en fait, distribuent la richesse de manière disproportionnée à très peu d'individus. Ceci n'est pas du tout de la libre entreprise, n'est pas du tout du capitalisme, c'est totalement du socialisme, bien sûr basé sur les riches. Parce que du socialisme basé sur les pauvres, ça ne sert à rien, puisque les pauvres sont incapables de gérer leur argent et incapables de créer de la richesse. Bon, donc le socialisme finit forcément toujours par aller vers l'oligarchie. Et lorsque l'économie va bien, eh bien, elle se gave et elle s'enrichit. Et lorsque l'économie va mal, elle planifie très rapidement le génocide de ceux qui se révoltent et qui protestent contre ce système. Donc on voit dans tous les systèmes socialistes, qu'ils soient républicains français de la Révolution, qu'ils soient révolutionnaires russes, qu'ils soient islamiques, qu'ils soient même chrétiens d'origine, on voit très vite que ça part dans la terreur, dans le génocide, dans la destruction, dans la tuerie, pour absolument éviter la remise en cause du modèle. Voilà. Alors, y a-t-il d'autres moyens pour que
l'effondrement n'arrive pas. En fait, j'ai presque envie, pour terminer la vidéo, de vous poser à vous la question. Je sais que la majorité de ceux qui me suivent pensent que l'effondrement peut arriver et arrive. Mais en tout cas, nous autres qui nous préparons à cette éventualité. Ça ne veut pas dire qu'on l'attend. Moi, personnellement, je préférerais passer du temps ici à Syracuse avec mes amis russes, ou hongroises, ou tchèques, ou même suisses ou italiennes. Elles sont très très belles, les Siciliennes d'ailleurs. Eh bien, je préférais cela que bosser mon agriculture, mon potager dans ma bade. Et voilà, donc moi, ma préférence personnelle, c'est que l'on ne s'effondre pas. Ensuite, il y aura une approche morale. Bon, ça, c'est très subjectif de ce côté-là. Mais en tout cas, il y a une approche physique qui est, à mon avis, que nous irons droit. Mais j'ai envie de vous poser à vous la question et de le laisser dans les commentaires. Je laisserai les commentaires ouverts. Si vous faites violence, imaginez quels pourraient être les éléments qui font que nous ne nous effondrions pas. J'ai oublié un dernier point, c'est que les politiques de mondialisation actuelles font que nous métissons de plus en plus. Et si le métissage nous apporte une espèce humaine plus riche, plus intelligente, plus capable, c'est bien. Mais ce que je vois aujourd'hui, c'est que l'immense majorité du métissage, c'est des gens abrutis qui se métissent avec des gens abrutis. Et le résultat, c'est que nous allons avoir de plus en plus une population qui est bête d'un point de vue de capacité intellectuelle. Et donc, des gens pas très intelligents ne sont pas des gens capables d'innover, de créer des richesses. Au contraire, ce sont plutôt des parasites, des gens qui consomment et qui vivent sur la richesse des autres. Et donc, plus cette partie de la population, par dysgénisme, augmente, c'est déjà arrivé à la fin de l'Empire romain, la population romaine d'origine n'était plus là. Et donc, elle sera incapable, cette population de plus en plus idiote, de faire tourner les machines économiques nécessaires à créer la richesse pour les autres. Et donc, nous allons avoir, à mon avis, de grandes difficultés à pouvoir continuer, ne serait-ce qu'à se tenir au-dessus de l'eau, si on peut dire, avec les populations. Mais enfin, je peux me tromper. Et donc à vous d'imaginer les scénarios, à vous d'imaginer comment est-ce qu'on peut ne pas s'effondrer. Et c'est juste un exercice intellectuel. Quant à moi, je pense que ce soir, ça va être une bonne petite platée de fruits de mer avec peut-être du poisson grillé. On verra. En tout cas, c'est toujours très très bien ici. Et j'espère que vous avez entendu un traître mot de tout ça parce que il y a beaucoup de vent. Et comme je n'ai pas de micro et j'en ai rien à foutre, on verra. Allez, à bientôt. Ciao. Encore un petit coucou rapide de l'Etna, l'un des plus grands volcans d'Europe, avec l'Elbrus. Et je tiens à saluer les amis avec qui nous sommes allés sur l'Elbrus, en Russie. Donc de l'Italie à la Russie, un petit coucou. Et puis simplement un salut à tout le monde, car les volcans nous rappellent de la puissance primordiale derrière le sommet, la puissance primordiale de la Terre, des profondeurs de la Terre qui nous relient à l'univers, puisque le processus volcanique, c'est un peu le processus primordial de la création des planètes. Voilà, magnifique endroit. Bon, on coupe. Allez bosser un peu.